Bonjour, aujourd'hui, une petite interview avec Luc Baudin. Bonjour Luc. Bonjour Denis et bonjour à tous. Alors Luc Baudin, on ne te présente plus. Tu es auteur, conférencier, formateur et bien plus. Euh, Aujourd'hui, tu es là pour nous parler de ce petit livre qui Le s'appelle petit dernier. Oui, Manuel de soins énergétiques pour les animaux et qui est sorti aux éditions Guitre et Daniel. Alors, manuel de soins énergétiques pour les animaux. Ok, on comprend l'idée, on comprend la base. Alors, on te connaît davantage sur les manuels de soins énergétiques pour les humains, des soins énergétiques intemporels que l'on peut retrouver sur ta chaîne YouTube pour les humains, même si on en trouve aussi pour les soins aux animaux, qui seront mis en barre de lien. Pourquoi ce manuel, déjà? Il a, je dirais que c'est pour répondre à une demande qui m'est faite régulièrement. Quand je faisais des soins en présentiel, c'était une question qui était rémanente. Oui, les soins que tu nous montres, c'était des soins pour les humains, mais peut-on les appliquer aux animaux? Voilà, donc c'était l'élément numéro un. Et puis bah aussi nos amis les animaux me l'ont aussi rappelé parce que bah, j'ai eu beaucoup de belles aventures avec différents animaux et donc je me suis penché à ce moment-là sur les soins, les particularités que pouvaient représenter les animaux. Et c'est vrai que ce livre a essayé de regrouper les soins aussi bien pour les animaux de compagnie, les chats, les chiens, mais aussi quelque part les poissons rouges et les oiseaux, mais aussi pour les animaux d'élevage, pour les chevaux, pour les vaches, pour les brebis, etc. Donc, il y a un lot commun, il y a un élément commun. Après ça, c'est évident qu'il y a des spécificités, mais on peut déjà faire beaucoup de choses pour nos amis les animaux. Ça, c'est clair. Donc, c'était un petit peu ces deux facteurs, la demande, beaucoup de personnes qui me demandaient, insistaient sur ce côté-là, et puis de l'autre côté, beaucoup les animaux qui insistaient et qui voyaient aussi ça de ce côté-là. Voilà, parce que c'est aussi important de soulever quand tu dis les animaux me transmettaient, c'est-à-dire en communication animale, tout simplement, c'est ça? Oui, en communication animale, mais c'était aussi avec les situations, les circonstances qui me font, qui m'ont fait largement réfléchir sur cela. Moi, j'avais toujours, je me rappelle, j'avais une chienne autrefois, une bonne grosse mémère qui m'avait adopté. Je dis bien qui m'avait adopté parce que elle avait un passé, c'était une ancienne chienne de la SPA. Enfin bref, et donc, à la fin de sa vie, elle était perclue d'arthrose, surtout au niveau lombaire. Et donc, c'est tous les matins, elle venait me voir, alors que au début, je n'avais pas tilté, mais elle venait me voir, elle me donnait, elle attendait que j'avais mon bol de café en l'air, comme ça, pour me donner des coups de coude dans le bras. Donc, c'était bien parce que le café, bref, et puis parce qu'elle me faisait voir qu'elle était là. Et quand elle voyait que je l'avais pris conscience qu'elle était là, elle se retournait pour que je mette la main sur ses lombaires pour lui transmettre du magnétisme, tout simplement, qui l'a soulagé, et elle allait se recoucher, qui était son travail principal de la journée. Voilà, donc il y a eu plein d'expériences qui ont été magnifiques avec des animaux, avec des poissons, avec des oiseaux, avec des choses comme ça. Et je me rappelle aussi d'un chat comme ça qui était une chat qui n'était pas un chat de la maison mais qui passait régulièrement comme ça pour manger, pour dormir, etc. Et puis un jour, je l'ai vu, il n'était pas très en forme. Et puis, bah, je me suis dit, il était parti, le chat, mais je me suis dit, je vais quand même faire un petit soin à distance sur ce chat. Et, euh, et le lendemain, quand le chat est revenu, il m'a pas quitté de la journée. Donc, il avait bien senti le soin, il avait bien senti aussi qui avait fait le soin. Donc, c'est magnifique, les animaux. Et ce qu'il faut voir également parmi les animaux, c'est qu'aujourd'hui, les énergies de la Terre changent, montent. Ça touche les êtres humains qui peuvent élever leur conscience s'ils le désirent. Si eux, nous, on peut le faire, on le fait d'une manière volontaire et consciente, mais les animaux, eux, le font d'une manière spontanée. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir, de comparer les comportements des animaux aujourd'hui et de ce qui était il y a 10
10 ou 20 ans. Ça a complètement, ils ont changé aussi les animaux grâce à ces nouvelles énergies et cette ouverture de conscience. Donc c'est magnifique et je dirais aussi, mais je suis bavard, je suis désolé, Dany, je dirais aussi que je suis assez éberlué par toutes les expériences qui sont faites, ou les études, ou les observations qui sont faites sur les animaux, parce que quand je vois tout ça, là, tout dernièrement, je lisais par exemple qu'il y avait un éléphant en Hollande, dans un zoo, qui épluchait les bananes. Éplucher les bananes, personne ne lui avait appris à éplucher les bananes. Il épluchait les bananes quand elles étaient un peu noires, noirâtres, etc. Parce que c'était pour autrement les autres, ils les mangeaient directement. Et l'attitude de compassion que peuvent avoir aussi les animaux entre eux, les animaux qui s'entraident, la gazelle la petite gazelle qui va être élevée par la lionne, etc. Donc, les animaux nous offrent véritablement des exemples à suivre et surtout, moi, je m'aperçois, c'est que la différence, la limite qu'il peut y avoir entre les animaux et les humains ont tendance à s'effilocher avec le temps. Donc, c'était d'ailleurs, je crois, en Nouvelle-Zélande, ils ont donné des droits aux petits singes, pas aux singes plus exactement, parce qu'ils ont considéré que les singes avaient un état de conscience qui était comparable à des petits enfants de 5 6 ans. Voilà. Oui, de toute façon, on est dans une véritable observation du comportement animal aujourd'hui. Euh, Tant mieux, j'irais dire. Comme tu le dis, il y a une évolution de leur part qui est parallèle à la nôtre. Alors, Mhm. est-ce que on est lié au taux vibratoire de la Terre ou est-ce qu'il y a encore d'autres choses que eux captent que nous n'avons pas encore conscience? On le voit dans les dernières informations, là, ces animaux qui tournaient en rond Mhm. sur même dans certains lieux. Donc, on voit qu'il y a cette intelligence commune qui est là pour signaler quelque chose. On va revenir à ton livre qui est quand même la base de cet échange aujourd'hui. Alors, dans ce livre, tu l'as écrit comme un manuel, c'est bien ça, Pratique. Un manuel pratique. pratique, oui, oui. Et justement, il y a toute une chronologie d'approches et de fonctionnement que l'on peut retrouver également dans des approches énergétiques, notamment, je Oui. pensais aux fiches de soins énergétiques. Mhm. Alors ça, c'est Voilà, les 131. Il y en a une autre aussi qui est sortie. Il y a oui. eu un autre coffret où là, tu t'adressais aux humains. Donc, on voit qu'on peut apporter en soins énergétiques aux animaux des soins identiques ou quasi identiques que ce que l'on Oui, oui. apporte aux humains. Il n'y a pas de différence. C'est des soins qui sont très semblables. On va simplement réaliser des particularités parce que bah, tout simplement, avec les animaux, ils ont des sensibilités, des énergies, des comportements. Et puis, bah, quelque part, on ne discute pas avec un animal. On peut communiquer par la pensée, mais on n'est pas dans la discussion comme on peut l'être avec un être humain. Donc, il faut, mais la grande partie des soins proposés sont des soins qui sont semblables avec les êtres humains, sauf que il y a des particularités à donner, ne serait-ce que pour les chakras. Bah, c'est évident que les chakras sont pas placés aux mêmes endroits. Et d'ailleurs, ça a été une grande leçon d'ailleurs je me rappelle ça, ça remonte à loin, mais parce que nous, qu'est-ce qu'on apprend? On nous apprend que nous sommes les maîtres du monde, nous autres les humains. Nous sommes le top du top de l'évolution. Mais en fait, les 7 chakras principaux, à l'époque il n'y en avait que 7, les 7 chakras principaux correspondent à un niveau de conscience. Donc depuis le chakra racine, qui est ancrage, etc., au 7e chakra, qui est le chakra coronal spirituel. Donc c'était à chaque fois, c'est un niveau de conscience différent. Et là, quelle n'a pas été ma surprise de constater que, au moins pour les animaux de compagnie, comme on les appelle, les chiens, les chats, les chevaux, etc., ils avaient les mêmes chakras que nous. Et ça, c'était extrêmement intéressant parce que ça nous montre que, bah, tout simplement, on a le même niveau de conscience, sauf que ce niveau de conscience est situé sur un autre plan différent de ce que nous connaissons, mais ils ont un état de conscience
conscience qui est au moins aussi puissant que le nôtre et donc il faut respecter. Et c'est vrai que la vie des animaux et souvent, surtout vis-à-vis de nous, humains, ils sont véritablement dans le partage, l'équité. Ils font vraiment beaucoup de choses pour nous, alors qu'on ne s'en aperçoit pas forcément. Oui, et c'est vrai qu'on peut voir dans ton livre différentes approches. Déjà, commencer par le protocole de protection pour le praticien. Mhm. Est-ce que tu peux rappeler un petit peu à chacun en quelques mots en quoi consiste ce protocole de protection et les raisons de le mettre en place? Oui, avant de en parler de ce protocole, je vais revenir un tout petit peu Mhm. en arrière sur ce que j'étais en train de dire. C'est que bon, les animaux souvent sont très liés visiblement avec les êtres humains, surtout avec ce qui est appelé les propriétaires, leurs maîtres, enfin peu importe comment on les appelle. Et ce qu'il faut savoir, et ça c'est aussi une particularité importante dans les soins des animaux, c'est que beaucoup les animaux se sacrifient aussi pour leurs maîtres. Et souvent, les animaux vont attraper, entre guillemets, attraper la maladie que le maître aurait dû avoir. Et donc, ils vont réagir au choc émotionnel du maître, mais c'est eux qui vont le prendre sur eux. Et c'est pour ça que c'est un des points importants aussi sur lequel j'insiste, c'est que, bien sûr, on va faire les soins sur les animaux, mais le maître a aussi important à réfléchir sur qu'est-ce qui a pu arriver dans sa vie, qui a rendu son animal malade. Et donc, et le traitement de l'animal va passer par le traitement du maître. Ça aussi, il faut bien y réfléchir. Alors après, pour la protection, faut pas tomber dans la phobie, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans toutes les relations humaines ou animaux, humains, etc., il y a des échanges énergétiques. Simplement, des échanges énergétiques. Et donc, simplement, quand on rencontre quelqu'un, il y a un échange énergétique. Et, et donc, quand une personne ou quand un animal est malade, ça veut dire qu'il a un mal. Donc, un mal, ça veut dire qu'il a des énergies perturbatrices. Donc, le soin va consister à enlever ces énergies perturbatrices pour soulager l'animal, mais c'est évident qu'il faut les enlever, on va les transmuter d'ailleurs en énergie plutôt positive, mais ça veut dire qu'il ne faut pas qu'on les attrape, que le thérapeute les attrape. Donc c'est là que se situe le protocole de protection pour éviter que le thérapeute attrape les énergies perturbatrices qui ont rendu malade l'animal, tout simplement. Donc il ne faut pas tomber dans la phobie parce que c'est quelque chose, ces transferts d'énergie est fréquente, mais je dirais qu'il est important de faire cette protection pour pouvoir travailler en toute sérénité sur les animaux. Et donc, il y a un tout petit protocole à suivre qui est expliqué dans le livre, qui, une fois qu'il a bien été mis en place par la personne, par le thérapeute, je dirais, ne prend que 10 à 15 ou 20 secondes à être placé avant chaque soin. Et il est important de le réaliser avant chaque soin. Ça me paraît très important. C'est un protocole qui pourrait aussi être mis en place par les thérapeutes de thérapie manuelle aux animaux. Je pense aux praticiens shiatsu animal, aux trames Ouais, animales, aux ostéos animales également. Ça pourrait bien être sûr. le petit plus pour eux à mettre en place. Ce serait même très important pour eux de le faire aussi d'une manière systématique parce que dès qu'on touche l'animal et surtout sur cette pathologie, bah, comme je le dis, une pathologie, il y a toujours un blocage énergétique. Blocage énergétique, ça veut dire une accumulation d'énergie viciée, morte, malade, etc. Et si le principe du traitement, c'est de lever le blocage, c'est d'enlever ces énergies viciées, mais c'est évident qu'il fait être important de ne pas les attraper sur soi. Et c'est ça, donc ce protocole n'est pas uniquement pour les soins énergétiques, il est d'une manière générale, c'est clair. Je vais revenir sur ce que tu disais précédemment entre le rapport du propriétaire humain avec l'animal. Alors, je mets vraiment les guillemets sur la dimension propriétaire, hein. Qui est propriétaire de qui, je ne sais pas, par moment. Et c'est vrai que beaucoup de personnes, dans l'amour qu'elles transportent et qu'elles véhiculent à leur animal, ben, s'en servent souvent comme doudou, comme réconfort. Et l'animal, qu'il soit souvent chat, souvent chien, parfois d'autres espèces, ben, devient une éponge émotionnelle. Mm. Là, on rentre dans le principe de la métamédecine, comme on l'entend, c'est bien ça?
Voilà, ce qui est un bien, mais ce qui est un mal. C'est vrai que, par exemple, on s'est aperçu que les chiens, quand les chiens domestiques, pour prendre l'expression, et les chiens sauvages, n'ont pas le même fonctionnement cérébral. Et souvent, les animaux domestiques ont beaucoup de difficultés après ça à vivre dans la liberté parce qu'ils sont pas. Et ce transfert d'énergie, d'attention est quelque part, à mon sens, souhaité par l'animal parce que c'est quelque part aussi son chemin de vie à lui. Et donc, moi, je suis toujours admiratif, par exemple, sur les chevaux qui sont des êtres absolument très puissants, ces chevaux, mais regardez ce qu'on est en train de leur faire. On leur pose des fers aux pattes, on leur pose des morts à la bouche, on leur pose une selle, on va leur monter sur le dos, et ce qui n'est pas très, très agréable, certainement. Et donc, tout ça, ils vont le subir et ils vont l'accepter, même s'il y a besoin d'un petit dressage, mais le petit dressage, il va pas durer très, très longtemps. Et donc, ces animaux acceptent ces... Et c'est un peu comme les chats. Les chats sont au niveau énergétique, ils sont montés un peu d'une manière particulière par rapport aux autres, c'est-à-dire ils vont à la fois recevoir, mais aussi donner. Et souvent, les chats vont aussi pomper les énergies nocives qu'il peut y avoir sur une personne. Alors c'est là encore, le chat ne va le faire que si il le veut. Il y a des personnes, ils prennent les chats en disant, tu vas me prendre mes énergies mauvaises, etc. Non, non, le chat le fait que s'il le veut. Mais il y a eu beaucoup de personnes qui ont témoigné que leur chat, je me rappelle d'une femme comme ça qui me disait, mon chat, qui était pourtant mon compagnon, mais là, depuis plusieurs semaines, il était en train de se frotter régulièrement sur mon sein. Et c'est là qu'elle s'est aperçue, peu de temps après, qu'elle avait une tumeur au niveau du sein et que le chat était déjà en train de la signaler et quelque part aussi de pomper les énergies mauvaises qu'il y avait au niveau de cette tumeur. Et c'est pour ça on peut retrouver la tumeur chez l'animal alors que c'était chez l'humain Donc les animaux, c'est pour ça qu'on reparle de ces niveaux de conscience, sont une grande tolérance également par rapport parce qu'ils sont dans d'autres niveaux de conscience et quelque part aussi, à mon sens, c'est leur karma aussi à eux. Enfin, c'est leur chemin de vie. Il y a derrière ces observations tout un sens du sacrifice que peut avoir le chat, le chien, le cheval. Alors, bien sûr, ce sont les espèces les plus en interaction avec nous, mais il peut y avoir, je sais pas, des poules, des perruches ou autres. Donc, dans ces interactions, on voit vraiment que l'animal va potentiellement essayer de résoudre le problème de son humain et l'humain va essayer de soigner l'animal. C'est un peu un Mhm. cercle interminable. Oui, mais c'est une symbiose, hein. On vit en communauté. C'est un peu, je dirais un peu, on pourrait présenter aussi, faire une analogie avec le couple, tout simplement aussi. Hein, donc même avec nos enfants, c'est pareil. Hein. On va, on va les soigner, mais aussi quand on sait très bien quand il y a un parent ou un conjoint, une conjointe qui est mal quand il y a véritablement des sentiments et des choses comme ça retentit toujours sur l'autre. Donc c'est un peu la même chose. Ils font partie aussi de la famille. C'est pour ça que vivant une vie qui est plus courte, comme on dit souvent, sont des bêtes à chagrin parce que, évidemment, ils vont décéder au bout de 5-10 ans et ça fait toujours beaucoup, beaucoup de chagrin. Et mais on est en symbiose avec, on est vraiment très très liés. Et là, par exemple, je disais la chienne, la grosse chienne, c'était une grosse chienne qui m'avait adopté. Elle était arrivée dans mon jardin. Et elle était dans un endroit où elle était très très mal soignée. Elle est venue dans mon jardin. Et quand moi j'ai l'habitude, je vois des chiens qui arrivent et puis là, il suffit de crier un petit peu fort et puis le chien n'étant pas sur son territoire, il s'en va tout de suite et ça pose pas de souci, il retourne chez lui. Mais elle était restée et puis elle commençait à danser la grosse mémère tout autour de moi et elle me prenait le poignet. Alors quand on voit un gros molosse comme ça qui prend mon poignet dans sa
gueule, on n'est pas très fiers, mais c'était pour faire ami, et c'était me mordiller gentiment et pour me dire, regarde comme je suis gentil, il faudrait que tu m'invites chez toi. Voilà. Et c'est très fréquent des chats comme ça j'avais un ami comme ça qui habitait en Sologne et il me disait hein, le soir, plusieurs soirs de suite, il y avait un chat qui arrivait, un chat errant, et qui s'est mis à miauler, miauler, miauler. Donc la première fois, ils lui ont donné à manger, deuxième fois aussi, puis la troisième fois, le chat, il est rentré dans la maison, et puis ben, il a plus quitté la maison. C'est le chat qui avait choisi l'endroit. Et moi j'avais adopté un lapin de Garenne comme ça. Donc voilà, c'était tout. Il y a tous les animaux peuvent être adoptés, hein. Tous les animaux, c'est c'est une symbiose. Moi, c'est vrai qu'actuellement, c'est un peu ma tristesse en sens que j'ai pas d'animal de compagnie, en ce sens que j'en ai plus exactement, parce que bah, je suis souvent en déplacement, etc. Et c'est pas facile de les emmener ou de les laisser tout seuls, etc. Mais arrivera bien un jour où je retrouverai, où ils reviendront. Oui, c'est ça, c'est où tu en auras peut-être un qui va arriver dans le jardin et qui va Hmm. volontairement se donner Oui, à toi. oui. Ils passent déjà dans le jardin. Il y a pas mal de chats qui viennent, qui Oui, passent, machin. il y Ouais, a, il y ouais. a cette interaction-là. Et d'où l'intérêt, pour revenir à ton livre, euh, aujourd'hui, de plus en plus de foyers, de plus en plus de personnes ont en compagnie, et souvent ça va être le plus grand et le plus long compagnon de vie pour Hmm. beaucoup. Donc l'objectif aussi, c'est de les garder le plus possible en bonne santé. Et Bonne on l'a vu santé. tout à l'heure, ils jouent aussi la phase d'éponge. Hein, ils Hmm. prennent nos émotions souvent involutives, hein, et ils essaient de transmuter, comme tu parlais pour les chats. Ils transmutent, ils sont dans cette démarche-là Hmm. instinctivement. D'ailleurs, que quand on est triste un petit peu ou autre, ils vont naturellement se coller à nous, se rapprocher de nous. C'est tout simplement parce qu'ils vont transmuter nos énergies. Donc, c'est important de pouvoir les aider à eux Hmm. nettoyer. Des fois, quand il y a trop d'accumulation dans dans ce rapport à l'humain, parce que en dehors des rapports avec nous, ils ont peut-être d'autres problématiques, mais peut-être pas perceptibles. Et c'est là où c'est intéressant, c'est tu décris vraiment progressivement différentes méthodes d'approche, différentes méthodes de soins et accessibles à tout le monde. On n'est pas obligé, on parle du thérapeute, mais on n'est pas obligé, puis c'est l'objectif derrière ce livre. On n'est pas obligé Voilà. d'être Le but, officiellement praticien. C'est ça qui est tout à important fait. dans ce Il n'y a pas manuel-là. besoin d'être praticien, il n'y a pas besoin d'être thérapeute, il n'y a pas besoin d'avoir un don, il n'y a pas besoin d'avoir des connaissances, des préacquis, je dirais quelque part, pour réaliser ces techniques. Ces techniques sont justement accessibles à tous et à toutes pour pouvoir le faire. Alors c'est vrai que il y a un certain nombre d'explications, parce qu'il est toujours important d'avoir les explications de ce qu'on va faire, mais tout le monde est capable de réaliser ces techniques et le livre est conçu pour ça. Le livre est conçu pour ça, pour aider chacun à pouvoir. Donc c'est un petit protocole qui commence par la protection dont on parlait tout à l'heure, mais après il y a une logique un petit peu dans ces soins aussi qui va consister tout simplement à enlever déjà les mauvaises énergies, à enlever les blocages avant d'en ramener des nouvelles, etc. L'ouverture aussi, le travail sur les chakras, le travail sur la circulation énergétique. Donc, il y a un petit protocole qui est simple, facile à mettre en place pour déjà travailler sur ces animaux de compagnie. Et c'est vrai que les animaux Moi, je me rappelle, je sais pas pourquoi cette idée est revenue là quand tu parlais là tout à l'heure. J'avais mon fils qui venait de naître, mon deuxième fils, et il revenait de la maternité, et puis je l'avais installé dans un fauteuil dans le salon. Donc le petit loulou était là, et le labrador que j'avais à l'époque est venu se coucher au pied.
Et d'un seul coup, le chien, il s'est retourné, il a posé sa tête sur le fauteuil face à l'enfant. Donc c'est vrai qu'on est un petit peu inquiet malgré tout de se dire est-ce qu'il va pas être jaloux, est-ce qu'il va pas dire machin, etc. Mais le chien a posé sa tête et a regardé l'enfant. Mais j'ai vu à ce moment-là des yeux pleins d'amour envoyé par ce chien, c'était extraordinaire. Vraiment un regard d'amour lancé contre l'enfant qui était juste en face de lui. Et c'était merveilleux. Donc c'est pour ça que ça fait de la peine, j'en parle un peu aussi au départ dans le livre, de la souffrance animale ou des expériences qui sont faites dans les laboratoires, alors qu'aujourd'hui, nous avons moyen de pouvoir faire des expériences sans les animaux. Et là, je lisais encore tout dernièrement un élément qui disait faites attention à ne pas donner de paracétamol ou d'aspirine aux animaux parce que c'est pas bon pour eux, etc. Et en fait, je me dis l'inverse est vrai, c'est qu'il peut y avoir des produits qui peuvent être bons pour les animaux et inversement pas pour l'homme. Et toute cette expérience, cette expérimentation animale, quelle est la valeur véritablement qu'elle peut avoir par rapport à nous autres humains? Parce que on n'est pas, on n'a pas le même métabolisme, la même manière de fonctionner au niveau de nos organes. Voilà. Mais donc, pour revenir un petit peu à ce protocole, c'est un protocole qui réfléchit un petit peu par rapport et qui a un enchaînement qui est simple. Et comme j'en viens de le dire, c'est vraiment tout le monde est capable de le faire. Alors ça, il faut le pratiquer, bien sûr, l'apprendre, le pratiquer, mais c'est ludique, c'est plaisant. Et puis les animaux, ce qui est rigolo, c'est qu'ils se laissent faire en plus. Ils se laissent faire. Ils le sentent, ils sont couchés, ils regardent souvent ce qu'on fait. C'est génial. Moi, je voyais même travailler sur des vaches, parce que les vaches, quand il faut travailler sur le dos, ben on amène une caisse, on monte sur la caisse et on travaille sur le dos. Mais faudrait pas que la vache, elle s'en aille sans arrêt, parce qu'on serait toujours en train de courir après elle avec la vache, mais après avec la caisse. Mais en fait, elle reste, elle bouge pas et elle sent très bien les choses. Et c'est pour ça que la pensée et la communication animale, sans communiquer véritablement avec l'animal, c'est simplement la pensée, l'intention et la pensée qu'on va envoyer à l'animal qui est très très bien perçue. C'est pour ça qu'ils adorent les maîtres, parce qu'ils savent, ils sentent l'amour des maîtres sur eux. Je reviens juste aussi sur la dimension thérapeutique, et ça, tu l'abordes dans ton livre, et c'est très important à rappeler aussi à chacun. Euh, c'est la dimension émotionnelle du, encore une fois, entre guillemets, propriétaire humain. C'est-à-dire que le thérapeute peut avoir la possibilité d'interagir sur une phase neutre, sans attente. Souvent, quand Mm, on est en soins sur son compagnon animal, il y a toujours mm, un investissement émotionnel avec une attente. Et ça, c'est bien de pouvoir le poser. C'est être capable de le faire, oui, tout est là. C'est aussi avoir et mettre en place la conscience, de faire confiance peut-être aussi à l'animal, puisque des fois, on ne peut rien faire, parce que l'animal a aussi un choix et une conscience propre. mm, mm, C'est mm. arriver à dissocier cette part émotionnelle. Et tout à l'heure, on parlait de la durabilité de la présence du compagnon animal. Il y a aussi des étapes où on ne peut plus rien faire physiquement. Et ça, Mm. c'est important parce que ce livre, on va parler pour les interactions de soins. C'est aussi prendre conscience qu'il y a une phase euh, où on doit aussi laisser partir le compagnon animal. Oui, oui. Bah, ah, c'est juste parce que bon, déjà il y a les phénomènes du vieillissement, il y a après ça dans la maladie, comme je le disais tout à l'heure, l'animal va aussi de temps en temps se sacrifier pour son maître, mais c'est pour ça aussi qu'il est important que le maître travaille aussi sur lui, sur l'animal, mais aussi sur lui pour. Mais souvent l'animal va prendre tout ce qu'il peut, mais il va pas forcément aller jusqu'au bout de la guérison du maître.
transmettre, mais seulement lui va prendre tellement de choses que ça peut l'emmener vers le décès. Et la mort est toujours que la fin de la vie, hein. Donc c'est toujours nous ça. Il y avait Woody Allen qui disait toujours la mort est une maladie mortelle, sexuellement transmissible. Oui, c'était très 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 juste et on retrouve d'ailleurs il y a beaucoup de personnes qui restent en lien avec leurs animaux même au-delà de la mort. Ça c'est encore tout un autre pan. Mais on voit ça aussi chez les humains, hein, c'est qu'il y a des personnes qui décèdent alors qu'elles sont physiquement, mais elles sont guéries spirituellement aussi, hein. Donc c'est où est la véritable guérison? Donc la maladie les a obligés à elles, ou pour l'animal, c'est la maladie de l'animal a obligé aussi le maître à évoluer, à changer, à comprendre un certain nombre de choses. Et puis une fois que ces choses sont faites, sont réalisées, sont comprises, est-ce que ce sera la guérison ou est-ce que c'était la dernière chose que l'animal avait à transmettre à son maître et qu'il va partir? Là, c'est... Alors moi, je pense que c'est aussi quelque chose qui est important à discuter avec le grand chef là-haut, parce que souvent, moi, je voyais ça plus avec les humains. Quand les personnes, justement, on se posait souvent la question et bah, je leur disais, faites un deal avec la vie, avec les êtres de lumière, avec le divin, avec ce que vous croyez, en disant que si vous guérissez, là c'était les humains qui étaient malades, si vous guérissez, vous allez vous engager dans votre vie qui va vous être donnée, donc la guérison qui va vous être donnée, qui est la vie qui va vous être donnée, à réaliser une activité altruiste. Donc ça peut être ce que l'on veut, ça peut être une activité avec une OGN, ça peut soit aider les animaux, soigner les arbres, etc. Donc ça peut être les restos du cœur, ça peut être tout ce qu'on veut, mais on s'engage à ça. Et on peut aussi, de temps en temps, poser ce deal pour l'animal. Donc, euh, si vous permettez à cet animal de guérir, moi, je m'engage à faire avec lui, faire développer dans ma vie telle ou telle activité. Ça peut être... faut faire des deals, faut demander, et puis on verra. Il n'y a rien à perdre à demander. J'ai vu des résultats, hein. En effet, il y a rien à perdre à demander. Tout est dans le positif. De toute façon, comme tu l'as dit, c'est soit dans le plan physique, soit sur d'autres plans où la guérison s'opère. Et c'est toujours dans le positif. Euh, Moi, j'ai pour mémoire d'un chat merveilleux avec qui j'ai partagé des années superbes. Et quand je demandais ou quand je lui proposais des soins énergétiques, il me les transférait à moi. C'est que dès que quelqu'un intervenait sur lui, c'est moi qui le ressentais. Donc, il faisait un effet boomerang pour pas que je souffre, en fait. Et c'est juste, il y a des relations comme ça qui sont incroyables et complètement inexplicables et inexpliquées aussi. J'ai eu la chance de vivre ça et je sais que d'autres ont également cette chance avec des chats, des chiens, des chevaux, d'autres interactions animales. Ben, en tout cas, je tiens à rappeler ce magnifique manuel à avoir entre toutes les mains des amoureux des animaux, que l'on soit thérapeute, que l'on soit praticien en soins corps pour un animal, en thérapie alternative, puisqu'il y a beaucoup de conformisme dans les appellations en thérapie alternative pour les animaux. Ce magnifique livre aux éditions Guy Trédaniel, avec de très 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 belles illustrations d'Isabelle Godiveau également. C'est assez important à souligner. Où on te voit très bien illustré aussi, hein. Pour ceux qui n'ont jamais vu Luc Baudin dessiner, je vous invite à feuilleter ce livre, hein. On peut observer très jolies illustrations. En tout cas, je te remercie, Luc, de cet aparté pour nous parler des animaux, parce que c'est pas forcément le sujet que tu vas aborder le plus sur ta chaîne. Et pourtant, ils en ont besoin et tu leur montres que tu es là pour eux aussi. Hein? Et comme tu le disais,
énergétique intemporelle spéciale pour les animaux aussi par rapport à ça. Et ce qu'il faut comprendre, c'est, j'insiste là-dessus, c'est que c'est bien sûr ça va intéresser beaucoup les thérapeutes et Dieu sait qu'il y a beaucoup de thérapeutes qui m'ont demandé déjà un petit ce livre-là depuis plusieurs années, mais c'est aussi tous les maîtres pour d'animaux domestiques, mais c'est aussi ça va intéresser aussi beaucoup les animaux d'élevage qui ont tellement besoin d'attention et d'intention, etc. Ça peut intéresser bien sûr les animaux sauvages également. Donc, mais tout le monde peut les réaliser. Il faut bien le comprendre, c'est qu'il n'y a pas besoin de prérequis, il n'y a pas besoin de dons, il n'y a pas besoin, il y a simplement besoin de lire, et puis d'après ça, d'appliquer, de pratiquer, et ça devient très simple. Et les animaux nous le rendent bien. Je te remercie infiniment, Luc, de ton intervention, de ta participation sur cette chaîne. Tu sais que tu es le bienvenu, tu reviens quand tu veux. La porte est ouverte, tu le sais. Et encore une fois, même si je l'ai déjà rappelé à plusieurs reprises, manuel de soins énergétiques pour les animaux aux éditions Guy Trédaniel. Je te remercie infiniment, Luc. Le temps nous est compté. Donc, je te laisse les quelques secondes pour le mot de la fin, pour conclure Non, oui, cet ouais, aparté. déjà, donc merci de cet accueil et merci de cette vidéo, Dani. Et puis, je dirais que les animaux sont des êtres de conscience élevée. Ne faut pas le. J'insiste là-dessus. Et c'est vrai que j'avais eu l'occasion d'aller plonger un peu dans le cerveau, dans l'esprit de ma chienne, et je me suis aperçu combien leur raisonnement, leur vision était complète mais très différente de la nôtre, mais ils sont des êtres merveilleux et des êtres à part entière. Voilà. Merci, Luc. À très vite. À très vite. À très Très bel vite. plaisir.